Avant de commencer ce midi de l'IREMO, je voudrais dire à ceux qui ne le savent pas une nouvelle importante de la journée, à savoir que les délégués du Fatah et du Hamas qui négocient au Caire auraient, selon le Hamas, abouti à un accord, et un accord suffisamment important pour que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, annonce un voyage à Gaza dans un mois environ, le temps que le détail des négociations soit accompli. On ne sait rien du contenu de l'accord, ça n'est pas le premier, donc il faut être prudent sur l'appréciation qu'on peut porter, mais le fait que ça se soit fait si vite, puisque la présence du gouvernement palestinien à Gaza ne date que de ce lundi, donc en quelques jours, la négociation a avancé suffisamment au Caire pour que Mahmoud Abbas aille à Gaza, ce qui est quand même là un signe assez net de la possibilité d'un accord sur l'ensemble des questions. Si j'ai bien compris, c'est le seul bémol que j'ajoute, la question la plus difficile, qui a toujours été la plus difficile, à savoir celle de la gestion de la sécurité à Gaza, et donc de la dissolution ou non, du démantèlement ou non des forces du Hamas, question qui est une question extrêmement sensible. Celle-là n'aurait pas été volontairement abordée et ne ferait pas partie à l'étape actuelle de l'accord. En tout cas, il y avait beaucoup de débats ces derniers jours pour savoir s'il fallait considérer ces négociations comme un nouveau théâtre destiné à faire un four. Non, apparemment, on est dans quelque chose de plus sérieux. Et si on avait l'occasion d'en parler, je pense que ça s'explique. L'analyse permet de comprendre pourquoi, cette fois-ci, les choses peuvent aller plus loin. Voilà, cela étant dit, ayant permis à quelques retardataires de s'installer, je voulais dire que nous abordons aujourd'hui, avec Johan Deas, un sujet vraiment très original. Je ne me souviens pas qu'on l'ait jamais abordé à l'IREMO, mais pas seulement, je crois, à l'IREMO, à savoir l'approche du conflit israélo-palestinien par les États émergents. Ce qu'on appelle les États émergents, enfin ceux qui s'appellent eux-mêmes émergents, c'est-à-dire les BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, Afrique du Sud. C'est un sujet étonnamment peu couvert par les médias, alors qu'il y a beaucoup d'actualités au fil des jours et des semaines depuis plusieurs années, mais en tout cas depuis un an, très certainement. Et c'est d'autant plus étonnant que ce sujet éclaire une évolution, une tendance contradictoire sur le plan des relations internationales des Israéliens et des Palestiniens. Sans entrer dans le sujet que va traiter Johan, je voudrais dire que d'un côté, je vais utiliser le « en même temps ». Maintenant, on est obligé, ou presque, de dire « en même temps ». Donc, d'un côté, Tel Aviv a perdu la bataille de la reconnaissance de l'État palestinien, avec la reconnaissance de l'État au sein de l'UNESCO, puis à l'ONU, même si c'est avec un statut d'observateur, puis à la Cour pénale internationale, et encore récemment, pour ne pas parler de tous les autres organisations internationales, à Interpol. Donc c'est autant de signes sur cette question-là d'un isolement extrêmement net, et les votes le confirment, d'Israël. Mais de l'autre côté, en même temps, l'État hébreu a réussi, dans un temps relativement court, à regagner beaucoup de terrain perdu au niveau de ses relations bilatérales.
le cas le plus flagrant est celui de l'Inde, où on peut vraiment parler, comme aurait dit notre ami François Hollande, de chant d'amour ou de bluette. Mais c'est vrai aussi des rapports d'Israël avec la Russie, qui sont extrêmement étroits. C'est vrai aussi des pays arabes modérés qui sont en train, à l'appel de Trump, de s'organiser comme une alliance avec Israël contre l'Iran. Et ça a quand même marqué des points, cette alliance. Et il y a aussi du terrain regagné en Afrique. Vous savez que les États africains avaient rompu presque tous leurs relations avec Israël à partir de la guerre des 6 jours et depuis. Et là, on a à nouveau un développement des relations, même si le sommet qui était prévu, dont on se réjouissait beaucoup à Tel Aviv, n'a pas eu lieu. Il y a même eu, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, une tournée du Premier ministre, Benjamin Netanyahou, en Amérique latine. Alors, pour la petite histoire, nous nous sommes rencontrés, Johan, Anaïs, qui vient d'arriver, et moi, parce que nous avons encadré, déjà à 2 reprises, on va le faire une 3e, les voyages des lecteurs du monde diplomatique en Israël et en Palestine. Et c'est là que Johan nous a parlé de ses travaux. Alors, qui est Johan? Bon, elle va vous dire elle-même pourquoi elle travaille sur ces questions, mais il faut savoir qu'elle est, outre le statut de doctorante, il faut avancer dans la thèse, elle est attachée temporaire d'enseignement et de recherche en sciences politiques à Sciences Po Grenoble. Elle est également chercheure associée à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal et de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire et du réseau Genesis de l'Université catholique de Louvain. C'est une activité presque impérialiste, on peut dire. C'est la francophonie. Elle effectue en plus régulièrement des séjours dans la région, je veux dire Israël-Palestine, où elle a aussi exercé comme travailleuse humanitaire et coordinatrice de séjours académiques et éducatifs. Et elle a été en particulier chargée de recherche et de gestion de projets au sein de l'organisation Gaza Community Mental Health Program à Gaza, et elle a travaillé pour le Palestinian Hydrology Group à Ramallah. Voilà donc plein de titres qui justifient pleinement sa présence parmi nous. Alors Johan connaît la règle du jeu du midi de l'IREMO, donc tu as 20, on va se tutoyer pour ne pas faire semblant si vous voyez, parce que ce serait bête. Tu as 20-30 minutes pour nous exposer ta vision de cette question, et puis ensuite tu seras mise sur le grill par nos amis ici présents. Éventuellement, j'ajouterai mon grain de sel à ces questions. Voilà. Si tu es d'accord. Je suis d'accord, tout à fait. En fait, j'ai un petit micro, moi, tu vois, je suis un peu... il faut aussi celui-là. Ah, il faut aussi celui-là? Pour que nos amis entendent. Ah, d'accord, ok. Si tu veux, je te le tiens, si ça te gêne. Non, ça va être compliqué. Bonjour à tous. Alors, c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Je suis assez impressionnée par l'Assemblée. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, c'est très bien. Alors, effectivement, comme disait Dominique, ce n'est pas forcément un sujet qui est énormément traité. D'où la raison de ma thèse, en fait, parce que je me suis dit, ah tiens, un truc sur le conflit israélo-palestinien qui n'est pas encore traité, il y a un créneau à avoir, là, c'est top. Alors, pour essayer de comprendre, en tout cas, bon, résumer une thèse de 6 ans dans 20 minutes, c'est effectivement très compliqué, donc surtout n'hésitez pas, je vais essayer d'aller vite, mais surtout n'hésitez pas à poser des questions pendant la séance de questions, c'est fait pour ça. Je ne vais pas pouvoir tout aborder. Juste, à titre de précision, moi je ne travaille pas sur tous les BRICS. Je travaille sur 3 pays en particulier, à savoir l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, mais on pourra parler des autres pendant la séance de questions, sans aucun problème, même si je suis un petit peu moins spécialiste. Alors, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que la thématique de l'émergence est intéressante et comment est-ce qu'elle se relie finalement au conflit israélo-palestinien et à la Palestine et à Israël, il faut faire un petit bond en arrière dans l'histoire et revenir au temps de la guerre froide,
où vous avez l'émergence en fait du bloc qu'on appelle le tiers-monde, qui vient s'ajouter aux deux autres blocs, donc le bloc occidental, le bloc soviétique. Et le bloc du tiers-monde vient développer une rhétorique qui est anti-impérialiste et anticoloniale, notamment surtout qui prend forme avec la conférence de Bandung en 1955. Et c'est une rhétorique qui est vraiment dirigée, ou en tout cas très fortement influencée par l'Inde de Nehru, qui vient presque prendre la tête, agit presque comme un porte-parole de ce groupe et de cette rhétorique, qui vient également se matérialiser de manière institutionnelle avec le mouvement des non-alignés et avec le groupe G77 à l'ONU, qui est un groupe vraiment de lobbying dans l'institution multilatérale la plus importante. Pendant cette époque, la solidarité à la cause palestinienne, elle est presque automatique. Parce que vous avez finalement la cause palestinienne qui est considérée comme un cas de décolonisation qui n'est pas achevé. Et donc forcément, vous avez une solidarité de fait qui s'est transformée en soutien de l'OLP, de l'Organisation de libération de la Palestine, à partir de sa création en 1964. Et donc la principale approche à cette époque de la question palestinienne, elle était faite à travers la lunette anticoloniale et anti-impérialiste. Cette rhétorique anti-impérialiste, elle a commencé à s'émousser à partir des années 90 et de la fin de la guerre froide, où on est rentré dans une deuxième phase, qu'on appelle la phase d'unipolarité américaine, où on a finalement eu une hégémonie américaine qui est venue imposer un ordre qu'on appelle l'ordre libéral. Et cet ordre, il s'est accompagné d'un certain nombre de valeurs, donc c'est des valeurs qu'on peut nommer le néolibéralisme, le libre marché, la globalisation, la diffusion, voire l'imposition de normes démocratiques qu'on considère comme des normes universelles et qu'il faut donc imposer à tous les pays du monde, et des politiques de conditionnalité, à savoir que si vous ne partagez pas ces normes, vous êtes considéré comme un État voyou. Cet ordre-là, il a plus ou moins été accepté, ou en tout cas, beaucoup de pays du tiers-monde ont dû s'y soumettre. Y compris la Palestine, à savoir que la Palestine a commencé. Donc il faut se rappeler que donc les années 90 à 2003, c'est de cette période-là dont je parle, de l'ordre hégémonique, c'est également la période qui correspond aux accords d'Oslo, où les États-Unis vont vraiment monopoliser, mobiliser et avoir une hégémonie idéationnelle et matérielle sur le processus de paix. Ils vont vraiment ancrer leur unilatéralité et leur approche sur le processus de paix et ne vont pas le lâcher. Et c'est également à cette période-là que les Palestiniens vont intérioriser le langage d'Oslo, vraiment le normaliser pour finalement en faire la seule alternative et la seule option possible pour résoudre le conflit israélo-palestinien. C'est pas forcément fait de manière consciente, c'est quelque chose qui a pris un certain nombre de temps, mais en tout cas, on sent vraiment une espèce d'intériorisation de cette question-là, où le leadership palestinien, en fait, a commencé à se mettre ce que j'appelle des œillères occidentales et a en fait pris pour acquis le soutien inconditionnel qui lui était donné inconditionnellement pendant la période de la guerre froide par les puissances du tiers-monde. Donc ils se sont dit, bon, de toute façon, ces puissances-là ne vont pas nous lâcher parce qu'on avait un soutien tellement, une solidarité tellement de fait, tellement automatique, ils ont très peu finalement mobilisé de capacités et de ressources diplomatiques pour garder ce soutien-là, et ils se sont vraiment focalisés sur les États-Unis en les voyant comme le seul acteur capable de résoudre ce conflit. Car pourquoi ? Parce qu'ils étaient vus comme le seul acteur capable d'influencer les Israéliens. Et ils considéraient que si les États-Unis n'arrivaient pas à influencer le camp israélien pour débloquer le processus et à obtenir la paix, personne n'y arriverait. Vient une troisième phase, et c'est la phase qui m'intéresse le plus, à partir du début des années 2000, qui est la phase de ce qu'on appelle le glissement de puissance sur la scène internationale et de l'émergence donc des BRICS. Alors les BRICS, qu'est-ce que c'est ? Les BRICS, de manière intéressante, c'est un label qui a été créé par les Occidentaux. À savoir que c'est Jim O'Neill, qui est un analyste à la Goldman Sachs, qui a publié un rapport dans les années 2001, en 2001 en fait, qui s'appelle Dreaming with the BRICS, et qui prédisait que d'ici à 2050, le pouvoir économique cumulé de ces 4 pays, parce que l'Afrique du Sud n'était pas encore inclus dans les BRICS à cette époque, le pouvoir économique cumulé de ces pays dépasserait celui des États occidentaux avant 2050. Et donc là, on a toute la communauté, les observateurs occidentaux qui ont commencé à un petit peu s'affoler en disant « mais mon Dieu, finalement, on s'y est jamais vraiment très intéressé. Il se passe quelque chose, mais qu'est-ce que ça signifie en fait en termes politiques surtout ?» Parce que là, on parle surtout de capacités économiques. Mais qu'est-ce qui se passe quand ces capacités économiques vont avoir une espèce de volonté de traduction sur la scène politique internationale ?
C'est venu progressivement. Donc, effectivement, au fur et à mesure des années, on a ces puissances qui se sont rendues compte de leur puissance, en fait, et qui ont commencé à se rendre compte que ces capacités économiques nouvellement acquises pouvaient être transformées en capacités politiques sur la scène internationale. Et donc, c'est exactement cette stratégie qui a été mise en place, qui n'est pas forcément une stratégie homogène, mais qui est une stratégie qui est claire, qui est de transformer, ou en tout cas, voilà, d'obtenir finalement deux choses. D'obtenir une redistribution, avec une meilleure représentativité sur la scène internationale, notamment dans les organisations internationales, donc plus de représentativité, des meilleurs quotas, la réforme de certains mécanismes et de certains organes tels que le Conseil de sécurité qui est considéré comme absolument plus représentatif de l'équilibre des puissances actuelles. Et ça s'est également accompagné d'une volonté de reconnaissance. À savoir qu'au-delà de la redistribution matérielle, on a aussi une volonté d'acquérir ce prestige et de se faire reconnaître par ses pairs comme une grande puissance en devenir. Et cette volonté de reconnaissance, elle est intéressante parce qu'elle s'accompagne aussi du fait d'une particularité qui est que ces pays ne sont pas des pays du Nord. C'est des pays du Sud, dont la plupart ont partagé l'humiliation de la colonisation. Et donc ces pays dont les valeurs sont présupposées, en tout cas par les analystes du Nord, comme différentes de celles du Nord. Et c'est là où ça a finalement créé un intérêt. On s'est dit, mais attendez, là, il y a une combinaison super qui est en train de se passer. On a une combinaison de puissance matérielle de plus en plus prépondérante qui leur crée des leviers de puissance un peu partout dans le monde, pas seulement dans leur région d'origine, mais également au niveau global. Et donc vous avez une combinaison de cette puissance matérielle qui vient se coupler à une volonté de reconnaissance. Donc ces pays-là veulent être reconnus comme des pays en capacité finalement d'être des leaders mondiaux. Et vous avez des valeurs qui, en plus, sont des valeurs différentes de celles, en tout cas présupposées différentes, c'est très différent, de l'ordre libéral qui était prépondérant à cette époque. Et donc on s'est dit, mais comment est-ce que ça va se traduire sur des conflits majeurs comme le conflit israélo-palestinien? Parce que si vous voulez être une grande puissance, qu'est-ce qu'il vous faut? La puissance, c'est un concept qui a fait... on a écrit des centaines de bouquins sur ce concept-là. Elle peut être mesurée de manière... Il y a beaucoup de façons de la mesurer. Elle peut être mesurée par effectivement des capacités matérielles, mais également, donc, ce que je disais, des capacités de reconnaissance. Mais si vous voulez être une grande puissance, dans votre trousse à outils, on va dire, de grande puissance, il faut que vous soyez en capacité de résoudre des grandes crises internationales. On ne va pas vous prendre au sérieux si vous n'êtes pas capable de vous engager et d'avoir des outils de médiation, de résolution de conflits, pour être capable d'agir, d'avoir des leviers de puissance et de faire de la médiation dans des conflits d'ampleur globale, ce qu'on appelle les high-profile conflicts. Et quoi de mieux que le conflit israélo-palestinien pour, en fait, prouver votre valeur aux yeux du monde et prouver que vous êtes en capacité, finalement, d'être pris au sérieux sur la scène internationale. Déjà, très peu de coûts, à savoir que la médiation est une activité qui est assez peu coûteuse. Très peu de coûts également, parce que si jamais vous échouez, vous pouvez toujours dire bah, « attendez, les États-Unis ont échoué, donc finalement on n'avait pas grande chance de réussir ». Par contre, les gains potentiels, si vous réussissez à débloquer ce conflit, sont énormes. À savoir que vous pouvez dire « attendez, les États-Unis qui sont l'hégémone à l'heure actuelle et qui sont la plus grande puissance mondiale n'y sont pas arrivés, on a réussi, intégrez-nous dans votre groupe de grande puissance ». Et c'est là où finalement, moi je suis partie de ce constat pour commencer à m'intéresser donc aux stratégies déployées ou non par ces grandes puissances, ces grandes puissances en devenir, ces puissances émergentes, dans le processus de résolution du conflit israélo-palestinien. Alors, le processus, bon, je suis en face de gens qui s'intéressent au Moyen-Orient, donc on ne va pas du tout refaire un historique du processus. Tout le monde sait que c'est un processus qui est paralysé, qui est paralysé notamment parce qu'il est maintenu à un niveau bilatéral par l'hégémonie américaine, en fait, qui refuse systématiquement que ce conflit, soit, en tout cas, passe au niveau multilatéral, soit internationalisé, donc qui met à l'écart, en fait, les autres acteurs qui pourraient être potentiellement plus favorables à la partie palestinienne, etc., etc. Et donc, on a quand même des capacités d'entrée et d'insertion dans ce conflit. Et là, je vais vous parler assez brièvement de justement les quelques stratégies qui ont été mises en place par les trois puissances que j'étudie, et qui sont des puissances vraiment qui ont des profils, en tout cas qui sont des idéotypes très, 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 très différents. On a tout d'abord l'Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, elle n'a pas tout de suite été intégrée dans les BRICS. Avant, on disait BRICS. Maintenant, on dit BRICS. On dit BRICS depuis 2008 à peu près. L'Afrique du Sud, elle n'a pas attendu son insertion dans le groupe des BRICS pour proposer son offre de médiation au conflit israélo-palestinien et aux acteurs du conflit israélo-palestinien, à savoir que dès la fin de l'apartheid et la transition vers l'étape sud-africain post-apartheid, Mandela
a tout de suite, immédiatement, souhaité être le médiateur, en tout cas à proposer sa médiation entre les Israéliens et les Palestiniens. Parce qu'il faut savoir que le conflit israélo-palestinien, c'est presque une question de politique intérieure en Afrique du Sud. À savoir que l'OLP et l'ANC se qualifient même publiquement de frères d'armes. On considère que, quand vous interviewez les diplomates palestiniens et les diplomates sud-africains, ils se disent oui, on a des destins croisés, on est extrêmement proches, ils se sont entraînés, l'ANC s'est entraîné dans les camps de l'OLP, vous avez vraiment une proximité personnelle entre Arafat et Mandela, et qui a finalement donné lieu à vraiment une volonté personnelle de la part de Nelson Mandela de venir transposer le modèle de transition qui a été appliqué en Afrique du Sud au conflit israélo-palestinien. Il était intimement convaincu qu'il pouvait y arriver. Et il y a même eu une rencontre, à savoir que, assez peu de gens le savent, la première réunion de Nelson Mandela le jour même de son investiture en Afrique du Sud, c'était avec les Israéliens et les Palestiniens. Il s'est enfermé dans le bureau juste après son investiture ou juste avant, donc c'était sa première réunion de chef d'État. Il s'est enfermé, en tout cas il a enfermé les Palestiniens et les Israéliens dans son bureau en disant « Écoutez, débrouillez-vous, essayez de faire quelque chose, essayez d'aboutir à quelque chose parce que voilà, on va y arriver, on va débloquer la situation, etc. » Et donc, alors effectivement, ça n'a pas très bien marché, mais ça se soulignait une volonté de vouloir faire quelque chose. Alors, malheureusement, cette volonté affichée de faire de la médiation, elle a été systématiquement refusée par les Israéliens. En fait, il n'y a même pas eu de dialogue quand le Likoud était au pouvoir, parce que l'Afrique du Sud de Mandela, en tout cas, n'a jamais pardonné au Likoud son lien avec l'Afrique du Sud de l'apartheid, parce qu'il fallait savoir que, en tout cas, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais Israël a été un allié du régime d'apartheid, a financé, a vendu des armes, a conseillé en termes de contrôle, de renseignement, etc., le régime d'apartheid. Et le Likoud était effectivement très mouillé dans toutes ces histoires, était extrêmement réticent à l'idée de normaliser les relations et de changer de stratégie avec l'Afrique du Sud. On a commencé à en parler dans les années 87, mais là je m'égare parce que c'est pas du tout le sujet. Bref. Donc, pendant les périodes où les travaillistes étaient au pouvoir en Israël, c'était les périodes à peu près les plus propices pour essayer de, peut-être, mettre en place des dialogues. Il y a eu des dialogues, il y a eu ce qu'on appelle du track to diplomacy, de la diplomatie back-channel, qui est de la diplomatie un peu secrète, à savoir ça se passe derrière les portes fermées, il n'y a pas de PV, il n'y a pas de compte-rendu de négociation, on vient, on discute, mais c'est pas les grands sommets officiels qui sont dans tous les médias. Donc ça s'est passé. Et même, Mandela a même joué un rôle un peu mineur dans le processus d'Oslo, à savoir qu'il a joué un rôle d'échange, de navette, en échangeant des lettres entre Arafat et les Américains et entre Arafat et les Israéliens en juillet 1993, là où le processus était un petit peu bloqué. Il y a Mandela qui a effectivement joué un rôle. Donc vous avez une série de tentatives, en tout cas de rencontres qui se sont faites. Et qui n'ont malheureusement pas abouti. Et ça a donné lieu à une dégradation progressive en fait, des relations entre l'Afrique du Sud et Israël surtout, où le point de départ vraiment de cette dégradation, ça a été 2001 et ça a été l'échec de Camp David. C'est Camp David en 2001. C'est l'échec de Camp David où Mandela n'a absolument pas pardonné aux États-Unis, à Barak et aux États-Unis leur comportement et le fait qu'ils aient fait porter le chapeau de l'échec sur les Palestiniens. Et Mandela a toujours posé comme condition à la normalisation des relations avec Israël la paix avec la Palestine. Ça a été une ligne rouge constante, non seulement pour Mandela, mais également pour les deux autres présidents successifs, donc Mbeki et Zuma, qui est de dire ils ont une ambassade à Tel Aviv, mais on ne normalisera jamais vraiment complètement nos relations avec Israël tant que la paix ne sera pas là. Et quand le processus de paix s'est effondré à partir de 2001, ça a été extrêmement compliqué parce qu'on a vraiment eu un durcissement du ton de l'Afrique du Sud qui a effectivement frontalement critiqué la colonisation, critiqué frontalement les méthodes américaines, etc., etc.
Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est l'un des principaux alliés des Palestiniens. Hein. On a une diplomate palestinienne qui en sait beaucoup plus que moi sur le sujet, mais en tout cas qui pourra vous en parler pendant la période de questions, mais où les Sud-Africains vraiment poussent énormément, à la fois au niveau bilatéral et multilatéral, et jouent un rôle à la fois interne, à savoir qu'ils ont quand même essayé de jouer un rôle dans la médiation entre Fatah et Hamas. Ça n'a pas très bien marché, mais ils ont tenté de jouer un rôle. Les Sud-Africains parlent au Hamas très régulièrement, et d'ailleurs ce qui est intéressant de noter, c'est que les États-Unis le savent et leur demandent de continuer. À savoir qu'ils jouent un petit peu le rôle de on laisse les portes ouvertes et on continue à échanger des informations, et ça nous arrange bien que les Sud-Africains finalement qu'on continue à parler au Hamas. Donc l'Afrique du Sud est un partenaire clé pour les Palestiniens, et c'est d'ailleurs en partie grâce à l'Afrique du Sud que le sommet Afrique-Israël a été annulé, parce que l'Afrique du Sud a passé énormément de coups de fil pour s'assurer que la plupart des États boycottent le sommet. Donc l'Afrique du Sud est vraiment un pouvoir qui est très important. Alors l'Inde, c'est tout à fait autre chose. Voilà. Alors c'est le contraire. C'est le contraire absolu. Alors je voulais parler du Brésil entre les deux, non, mais le Brésil, ça fera la synthèse. Voilà, le Brésil, ça fera la synthèse. Donc on va parler de l'Inde. Alors attendez, je retrouve mes petits papiers de l'Inde, c'est un vrai bazar cette histoire. L'Inde, c'est un pays très intéressant à étudier parce que c'est un pays qui est en ambivalence absolue entre son héritage tiers-mondiste, qui est un héritage effectivement anticolonial, anti-impérial, c'est vrai qu'il a une rhétorique du mouvement des non-alignés, etc., qui sont des valeurs qu'on appelle des valeurs de morale politique, et sa volonté nouvelle et sa stratégie, son ambition de puissance qui s'inscrit dans un tournant bien plus, dans une logique bien plus traditionnelle d'acquisition de puissance matérielle, à savoir qu'on appelle ça le tournant réaliste. Donc là, on est vraiment dans une stratégie de réel politique où, pour exister sur la scène internationale, les Indiens se disent surtout qu'il faut une grosse armée, développer son économie et vraiment se focaliser sur des capacités matérielles. Donc, ce tournant réaliste, il a été initié dès 1998 avec le parti BJT. Il a été consolidé par l'administration Modi depuis ces dernières années, depuis que Modi est Premier ministre de l'Inde. Et la politique étrangère indienne, déjà, il faut le noter, c'est une politique étrangère extrêmement difficile à lire. On ne comprend pas très bien comment ça marche, on ne comprend pas très bien le processus décisionnel, on a une structure organisationnelle de la politique étrangère indienne qui est assez opaque, assez floue, c'est assez difficile de les rencontrer. Et effectivement, on n'a pas très bien compris jusqu'à présent leur stratégie, parce que c'est une stratégie qui est tiraillée entre ces valeurs tiers-mondistes qui ont pénétré très profondément la culture politique et de politique étrangère indienne, et cette espèce de tournant de non, il faut exister sur la scène internationale, on va devenir une grande puissance, on le sait qu'on est une grande puissance, et pour être une grande puissance, on doit développer notre armée. L'Inde a aussi également l'arme nucléaire. Et l'Inde est dans une situation régionale qui est très différente du Brésil et de l'Afrique du Sud. Là où le Brésil et l'Afrique du Sud ont des frontières plus ou moins pacifiées et sont des puissances régionales relativement peu contestées, l'Inde est dans une situation régionale bien plus complexe, où on ne peut pas du tout développer les mêmes stratégies. Elle est entourée de 3 puissances nucléaires, elle est en guerre avec le Pakistan, elle est dans l'ombre de la Chine. Donc on est dans une situation régionale qui est très différente et qui fait que ça influence très fortement les choix de politique indienne, à la fois régionaux et globaux. Donc qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Ce tournant réaliste, il a peu à peu éclipsé cette rhétorique anticoloniale pour la remplacer par un espèce de découplage diplomatique, à savoir que les Indiens se sont rendus compte qu'on peut tout à fait soutenir la Palestine, et ils ne voient pas du tout le problème en fait, entre soutenir la Palestine en tout cas de manière rhétorique et développer les relations bilatérales économiques avec Israël, ce qu'ils ont fait de manière vraiment très prépondérante, à savoir que là on a des contrats d'armement qui s'élèvent à plusieurs milliards de dollars par an. L'Inde est le premier importateur mondial de l'armement israélien. Vous avez une coopération non seulement sécuritaire et dans le domaine du renseignement, mais également dans le domaine de la gestion de l'eau, qui est présentée. Donc l'expertise israélienne de la gestion de l'eau est considérée par l'Inde comme une grande expertise, et l'Inde ne fait absolument pas mention et fait complètement fi de comment est-ce que cette expertise est appliquée sur le terrain, à savoir qu'on a un grand problème avec la thématique de l'eau, où Israël, effectivement, on a une question, c'est un autre problème, mais la question de l'eau dans le conflit israélo-palestinien est extrêmement complexe et problématique d'un point de vue idéologique. L'Inde fait complètement fi de ça,
et dit mais non, mais les Israéliens ont une expertise en termes d'hydrologie extraordinaire, on veut s'en servir. Et on dit que les Israéliens ont la main sur l'aviation tout à fait, indienne. Oui, complètement. Ils en ont concrètement, ils ont la main dessus, quoi. C'est-à-dire, ils font la maintenance. Ils ont la main dessus parce qu'effectivement, voilà, il y a la mise en place de ce qu'on appelle des centres d'excellence et vraiment d'une coopération bilatérale qui va jusqu'à le partage de l'expertise. En fait, la stratégie indienne, c'est de faire du made in India, mais en utilisant finalement l'expertise israélienne. Donc, on va faire venir des Israéliens sur place pour vraiment aller faire du partage de savoir, de la transmission de savoir, etc. Ce qu'on appelle d'ailleurs... Bon, parce que mon père est un peu là-dedans, mais il a pas suivi, il s'est endormi, c'est pas grave. Bon, alors comment ça s'est traduit? Donc ça s'est traduit effectivement par une coopération sécuritaire. Et quelque chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour l'Inde, les conflits proche-orientaux, c'est des trucs d'occidentaux. À savoir que déjà, le Proche-Orient, d'un point de vue de l'Inde, ne s'appelle même pas le Proche-Orient, il s'appelle l'Asie occidentale. Donc, quand vous vous mettez dans la place, en fait, dans la peau d'un Indien, ils se disent « Non mais attendez, nous, on n'a absolument aucun... » Déjà, ils n'ont pas du tout une culture diplomatique de l'initiative, à savoir qu'ils sont extrêmement prudents et qu'ils ne vont jamais prendre l'initiative d'aller dire « Écoutez, moi, je veux bien que, faire le médiateur pour résoudre... » Déjà, ils n'ont aucune culture de la médiation et ils n'ont pas du tout cette espèce de logique de « Je vais venir vous expliquer comment il faut résoudre votre conflit », surtout parce qu'ils n'ont absolument pas envie qu'on fasse la même chose avec eux et le Pakistan. Excusez-moi. Je me suis étouffée. Oui, ça arrive. Mais un autre point, au-delà de la coopération purement opportuniste et la diplomatie économique, un autre point qui est très intéressant à noter, c'est le développement d'un discours idéologique commun et d'un objectif commun entre les Indiens et les Israéliens. C'est-à-dire que depuis l'ère Modi, on s'est rendu compte que on a deux récits ethno-nationaux dont on met en exergue les similarités et dont on ne se prive pas en fait finalement d'expliquer pourquoi est-ce que les Indiens et les Israéliens sont absolument les alliés idéaux en fait. À savoir que, alors attendez, j'ai un truc, j'ai sorti une citation du Jerusalem Post qui explique pourquoi c'est fabuleux que l'Inde arrive et que pourquoi c'est l'opportunité du siècle pour les Israéliens, qui en fait explique les points communs entre les Indiens et les Israéliens. Donc ça c'est les points communs vus par la presse israélienne, que j'ai traduit assez approximativement, bon, j'en suis désolée. L'Inde et Israël ont, de manière surprenante, beaucoup en commun. Les deux pays ont gagné leur indépendance de l'empire colonial britannique en même temps, en 1947 et en 1948. Les deux étaient initialement des pays du tiers-monde. Leurs groupes dominants, les hindous et les juifs, ont dû mener un combat difficile pour l'indépendance contre les ennemis islamiques. Les deux pays ont été fondés par des socialistes anglophones, Nehru et Ben Gurion. Ce sont les deux seuls pays de 140 États nouvellement indépendants après la Seconde Guerre mondiale à être démocratiques depuis le début, et constamment démocratiques. Je cite la presse israélienne. Les deux ont évolué vers une économie de marché. Les deux ont toujours des ennemis islamiques. Alors attendez, parce que j'arrive même pas à me relire. Voilà, bon, en tout cas, les deux ont toujours en fait des ennemis islamiques à leur porte et des problèmes à gérer par rapport à des minorités. Et les deux ont surtout des minorités musulmanes qui posent des problèmes majeurs au niveau domestique. Voilà. Donc, et c'est un discours qui est complètement partagé par Modi et par Benjamin Netanyahou. Donc, je t'arrête là parce que sinon on va pas être à temps. Donc, on a une Afrique du Sud. Oui. Très intégrée dans ce conflit, mais du côté palestinien, pour être clair. Oui. Et une Inde qui est elle aussi, pour d'autres raisons, très intégrée, mais plutôt du côté israélien. Voilà. Alors le Brésil, c'est coup-ci, coup-ça. Alors le Brésil, c'est ma grande déception. Le Brésil, j'ai mis tous mes espoirs dans le Brésil et puis ça n'a pas marché. Voilà. Alors le Brésil, c'est ce qu'on appelle finalement, moi je les appelle les médiateurs neutres réformistes. À savoir que là où en fait on a l'Afrique du Sud que je considère comme les militants anti-impérialistes pro-palestiniens, l'Inde que je considère comme les militants de la diplomatie économique israélienne, le Brésil c'est finalement celui dans lequel je fondais le plus d'espoir parce que on a eu avec l'élection de Lula dans les années 2000, un espoir formidable parce qu'on avait une vraie vision de la politique étrangère par Lula, qui était un visionnaire et qui s'est entouré d'un ministre de la politique étrangère extraordinaire qui s'appelle Celso Amorim et qui est l'un des hommes les plus brillants
et qui est d'ailleurs reconnu par ses pairs comme l'un des politiciens les plus brillants de son époque, et qui ont vraiment mis en place une stratégie de puissance globale et de déploiement diplomatique global qui a inclus le Moyen-Orient, pas seulement dans le conflit israélo-palestinien, mais également avec l'Iran, et également avec la Syrie, moins connue, mais oui. Ils ont réussi, avec l'Iran, à obtenir un accord avec l'aide de la Turquie, là où les États-Unis n'avaient pas échoué, en pleine crise du nucléaire iranien, où le groupe P5+1 n'avait pas du tout réussi à négocier quoi que ce soit avec les Iraniens. On a eu le Brésil et la Turquie qui ont réussi à venir à Téhéran et à arracher un accord à Téhéran. Et malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont considéré cet accord comme nul et non avenu et ont donné au Brésil l'équivalent d'une claque, d'une humiliation publique en considérant que cet accord ne servait à rien et en lançant un nouveau round de sanctions 2 jours après. Donc ça a été un échec, malgré le fait qu'ils avaient réussi, en fait, finalement. Donc ça leur a un petit peu servi de leçon, ça les a un petit peu calmés, en se rendant compte que la région était un petit peu plus compliquée et le terrain était un petit peu plus miné que ce qu'ils pensaient. Excusez-moi, on peut dire que c'était pas loin de l'accord sur le nucléaire iranien qui est intervenu en 2015. Mais pire que ça, c'était un accord qui était fondé sur une lettre que Barack Obama avait envoyée à Brasilia pour dire, écoutez, est-ce que vous pouvez faire ça ? Et en fait, il y a eu des changements diplomatiques à l'époque, mais c'est l'accord qui a été trouvé par les Brésiliens était un accord qui était à la base voulu par les Américains, en fait. Enfin, c'est ça qui est fou. C'est pour ça qu'ils n'ont pas très bien compris ce qui s'est passé. En tout cas, concernant le conflit israélo-palestinien, on a eu une proposition très rapidement, en fait, de Lula et de Celso Amorim, de médiation, qui était une proposition relativement sérieuse et qui s'est accompagnée, finalement, pour être médiateur et pour compter dans un conflit, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut des billes, il vous faut des leviers de pression. Vous servez à rien si vous arrivez comme ça, comme une fleur, en disant, écoutez, voilà, moi j'ai la solution à votre conflit, super. Enfin, dans un conflit aussi compliqué que ça marche pas comme ça. Il faut vous développiez des leviers de pression. Les leviers de pression, c'est quoi ? C'est des relations bilatérales, économiques, sécuritaires, des sommets mutuels. Donc c'est exactement ce qui a été fait en fait par le Brésil. Vous avez le sommet Brésil, pays arabe en 2005 qui a été mené à Brasilia. Vous avez le développement d'accords bilatéraux très très importants, non seulement avec les pays arabes mais aussi avec Israël. J'ai des chiffres quelque part, on pourra en reparler, mais là on n'a pas le temps. Mais bon, en tout cas, vous avez pratiquement un triplement en fait des exportations et des importations entre le Brésil et les pays arabes entre 2003 et 2014. On est passé de 5,5 milliards de dollars d'échanges à 30 milliards en 2014, ce qui est quand même énorme. Donc vous avez vraiment une stratégie d'accélération, en fait, de tissage de relations très très fortes avec à la fois les pays arabes et Israël, avec toujours le souci d'apparaître comme neutre. Un petit peu sur le modèle de la facilitation norvégienne, à savoir que c'est une stratégie de ce qu'on appelle de facilitation qui ne va pas forcément s'opposer aux États-Unis, mais par contre qui s'en distingue. Donc le Brésil a toujours marché sur des œufs, a toujours fait attention à froisser personne. Au début en tout cas, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ça ne marchait pas, et là ça c'est encore compliqué. Mais en tout cas, la stratégie de Lula, elle était là, elle disait, bon, nous on est neutre, les États-Unis ne le sont pas, on n'est pas du Nord, on n'a pas de bagage colonial, on n'a pas de bagage impérialiste, et on a une volonté vraiment de rééquilibrer la symétrie de puissance qui paralyse le processus. Et donc ils ont fait un peu le pari d'être reçus par les parties en conflit de manière assez positive en fait. Alors évidemment, les Israéliens au début ont dit oui, pourquoi pas, parce qu'ils ne les ont pas très bien pris au sérieux. Ils ont dit, même Lieberman a dit oui, c'est super, venez. Ils n'étaient pas du tout convaincus, mais en tout cas, ils n'ont pas dit non. Mais ce qu'il faut, en tout cas, ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce que effectivement, les Israéliens n'ont pas vraiment accepté cette offre, parce que le Brésil n'a pas encore l'expertise nécessaire, ni les billes nécessaires pour pouvoir vraiment avoir une influence dans la région, et également parce qu'il y a eu un changement de régime après Lula, à savoir que c'est Dilma Rousseff qui a pris le pouvoir. Et cette ambition, elle était surtout portée de manière personnelle par Lula. Lula, il en faisait vraiment une affaire personnelle. C'était un médiateur, c'était quelqu'un qui était personnellement convaincu du pouvoir du dialogue. Dilma Rousseff n'était pas une médiatrice et elle a effectivement délaissé un petit peu ce sujet. Et on a aussi eu un certain nombre de contraintes domestiques et de manifestations, de problèmes, d'un effondrement économique, etc. qu'on connaît maintenant et qui est extrêmement préoccupant au Brésil. Quelques problèmes de corruption. Quelques problèmes de corruption qui ont donné lieu à quelques problèmes politiques, d'instabilité démocratique, type des impeachment et l'avènement d'un gouvernement qui n'est pas élu démocratiquement et qui est le gouvernement avec
Michel Temer, qui est un gouvernement qui est supporté par le mouvement évangélique, ou évangélique on dit, évangéliste, et qui est un mouvement qui n'est absolument pas supporté par la rue brésilienne. Je crois que le Temer a 4% de cote de popularité. Johan, on va s'arrêter là pour l'instant. Parce qu'après, il faut laisser du temps. Je veux juste, avant de vous passer la parole, je voudrais juste une question quand même pour l'avoir en tête, même si on parle sous le contrôle de notre ami Ala Bouassira. Est-ce que, à ta connaissance, dans le travail que tu as fait, la diplomatie palestinienne a vu ça? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a pris conscience qu'il se passait quelque chose qui pouvait être dangereux du point de vue de la position de l'autorité palestinienne, de l'État de Palestine dans le conflit? Et si oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a développé une contre-diplomatie en direction de l'Inde ou du Brésil? Bon alors, non. Alors on a eu un problème, c'est-à-dire que la diplomatie palestinienne s'est un petit peu reposée sur ses lauriers et a complètement échoué à comprendre l'importance de ce glissement de puissance sur la scène internationale et à vraiment le saisir et en faire une opportunité pour vraiment pousser et soutenir sa stratégie et sa nouvelle stratégie, le déploiement de sa stratégie internationaliste, même s'ils l'ont fait, effectivement, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé le soutien d'un certain nombre de puissances pour pouvoir mener à bien leur stratégie qui a commencé en 2009, mais qui a surtout été matérialisée en 2012, de reconnaissance dans les organismes multilatéraux, mais également d'élargissement. C'était pas que de la reconnaissance, c'était également sortir de ce qu'on appelle la boîte, le piège bilatéral, pour pouvoir revenir finalement à l'origine, à savoir vraiment le niveau multilatéral, avec une résolution collective du conflit, pour arrêter d'être pris au piège par l'hégémonie américaine. Donc oui, dans ce sens-là, effectivement, il y a eu une stratégie de contact et de lobbying auprès des alliés traditionnels, mais je pense que ce que je disais en fait, c'est que la diplomatie palestinienne a eu pendant très longtemps malheureusement des œillères occidentales, à savoir qu'ils ont vraiment intégré ce discours de « il n'y a pas d'alternative aux États-Unis ». Et ils n'ont pas compris que là, potentiellement, effectivement, s'il pouvait y avoir une alternative aux États-Unis, et il fallait justement la cultiver, cette alternative. Il fallait la faire grandir, il fallait en faire quelque chose. Ça n'a pas été le cas, et c'est bien dommage, parce que là, on se rend compte que, par exemple, la Chine, qui est en train de combler de manière assez fulgurante le vide politique laissé par les États-Unis depuis l'élection de Trump, a sorti un plan de paix en 4 points, qui est un plan de paix qui reprend, en fait, avec exactement même les mêmes mots, le processus d'Oslo, et qui va finalement reprendre exactement les mêmes problématiques et les mêmes problèmes et recréer la même paralysie que le processus d'Oslo, avec des mots juste différents, en fait, qui est vraiment ce qu'ils appellent alors, attends, j'ai le nom, je ne sais plus où il est, bon, c'est pas grave. En fait, c'est economic peace, c'est peace economic development, enfin c'est peace through economic development, quelque chose comme ça. Enfin, en gros, c'est une copie conforme de l'economic peace, et ça n'augure absolument rien de bon en fait pour la suite. Et non, effectivement, par contre, Israël, contrairement effectivement aux Palestiniens qui ont manqué de réactivité, mais pour aussi différentes raisons. C'est-à-dire que, en termes de moyens, on n'oublie pas non plus l'asymétrie de puissance, à savoir que les Palestiniens sont quand même occupés, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ils ont des éléments très très brillants qui font absolument ce qu'ils peuvent pour rééquilibrer l'asymétrie de puissance et travaillent comme des malades, aussi bien à New York, à Paris, qu'un peu partout pour essayer de faire vivre la cause palestinienne et de continuer à garder leur soutien. Mais effectivement, à côté d'une machine de guerre comme Israël en termes diplomatiques, c'est compliqué aussi de faire le poids. Les Israéliens ont 10 ans d'avance par rapport aux BRICS, par rapport aux Palestiniens, clairement. Ça fait 10 ans que les Israéliens ont vu ce qui se passait. Ça fait 10 ans que les Israéliens sont dans les ambassades des BRICS, aussi bien à Tel Aviv que dans des voyages de négociation où ils emmènent d'ailleurs les chefs d'entreprise à plusieurs reprises directement chez les BRICS. Et ça fait 10 ans qu'ils viennent dire attention, danger, BDS c'est pas bien, attention, danger, les Palestiniens, blablabla, et qui viennent imposer et normaliser leur rhétorique et leur vision du monde et leur vision du conflit. Alors que les Palestiniens, eux, se sont reposés sur leur laurier en considérant en fait finalement ces puissances comme des acquis en fait. C'est juste une solidarité qui va de fait. Et bien cette solidarité, ils sont en train de la perdre, et on voit d'ailleurs, c'est une catastrophe en Afrique. Hein, on est vraiment, ils sont très très en retard, et c'est là ils sont en train de se réveiller. Il faut aussi, on n'a pas mentionné que là Israël est en train de complètement aussi changer de stratégie au niveau multilatéral.
là où ils ont paralysé les institutions, ou en tout cas dénigré de manière continue l'ONU et le rôle de l'ONU, en considérant que l'ONU n'est pas neutre, ce sont des pro-palestiniens, etc. Ils ont complètement changé de stratégie, et là, ils sont en train de demander de se mobiliser, de faire campagne pour obtenir un siège au Conseil de sécurité. En 2018-2019, qui peuvent, en fait, c'est même possible qu'il l'ait, et là les Palestiniens sont en train de se dire, oulala, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc toute cette contre-offensive diplomatique israélienne dont tu parlais, Dominique, elle a un coût, elle a un prix, et elle a une contrepartie, à savoir que les Israéliens, quand ils vont en Amérique latine, quand ils vont en Afrique, etc., et qui profitent finalement de l'émoussement de cette rhétorique anticoloniale qui n'a plus lieu d'être, en fait, et qui s'émousse de plus en plus, qui n'est plus qu'une façade, leur disent, écoutez, voilà, nous on vous apporte une expertise, qu'ils font avec l'Inde, en fait. On vous apporte une expertise économique, politique, de renseignement, de cybercrime, de cyberguerre, etc., high-tech, agriculture beaucoup aussi, agriculture, hydrologie, etc. Par contre, en échange, vous nous soutenez dans les organisations internationales. Et c'est ce qui est en train de se passer. On a un changement de vote et de comportement de vote. Merci, Johan. On aurait pu te laisser parler longtemps parce que c'est passionnant. Mais le jeu, c'est aussi que nos amis puissent poser des questions, ou surtout sur un sujet aussi neuf. Donc voilà, qui veut... Je vous en prie. Oui, moi ma question, j'ai l'impression que vous y avez partiellement répondu, c'était sur la stratégie israélienne. Quelle était la stratégie israélienne pour contrer ce multilatéralisme, à part augmenter ou essayer d'accélérer un peu ces relations, ces coopérations, parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a un glissement dans la gestion du conflit, où on passe effectivement de relations bilatérales à quelque chose qui serait multilatéral, poussé par les Palestiniens, et que on va vers cette tendance. Quelle est la stratégie des Israéliens, à part augmenter leur coopération avec les autres États émergents? Peut-être je dis deux mots, parce qu'en gros, Johan a dit l'essentiel sur votre question. On a vraiment une stratégie proactive des Israéliens. Ce qui n'était pas le cas avant. La diplomatie israélienne était une diplomatie du rabâchage des arguments éculés qu'on entend depuis les années 30, qu'on a répété dans les années 50. C'est vraiment très, très poussiéreux. Très poussiéreux. D'ailleurs, un certain nombre d'ambassadeurs à Paris ont été l'expression de ce retard, quoi. Et c'est vrai que dans les dernières années, notamment depuis la victoire aux élections de 2015 d'une coalition qui est la plus à droite, beaucoup plus homogène du point de vue de son orientation idéologique et politique, on a l'impression qu'ils ont passé la surmultipliée et qu'il y a une offensive, une contre-offensive, tous azimuts. Et elle part de leur échec avec l'État de Palestine reconnu à l'ONU et ailleurs, quoi. Je crois que ça a été une espèce de coup de tonnerre qui fait qu'il y a eu une prise de conscience à Tel Aviv qu'il fallait changer de braquet et relancer plutôt une contre-offensive de ce point de vue. Mais la seule nuance que je mettrais, c'est que Johan a parlé d'un certain nombre d'États parmi les BRICS. À mon avis, du côté israélien, c'est beaucoup plus vaste. Ah oui, tout à fait. Et c'est évident que la priorité n'est pas là pour les Israéliens. La priorité, c'est les pays arabes. C'est-à-dire le fait d'amener les pays arabes, sunnites modérés, comme on dit, à s'allier avec eux. On parle bien d'alliance. Le mot alliance est prononcé des deux côtés. Sous couvert qu'il faut lutter contre l'ennemi commun qui est l'Iran. Donc moi je pense personnellement que la question des rapports avec les pays arabes sunnites, la question de cette alliance-là vient bien en premier lieu, bien avant la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie. On est là dans une priorité absolue. Et je veux dire simplement, je parle aussi sous le contrôle de Anna Abou-Assira, d'habitude je dis des choses comme ça, mais là il faut vraiment que je sois très sérieux. On y est, c'est-à-dire depuis 2014,
depuis que les pays arabes, la Ligue arabe, a abandonné les Palestiniens en se ralliant à la position égyptienne et à la perspective d'une alliance avec Israël contre l'Iran, évidemment, on est dans une phase historique nouvelle. Alors, c'est pas simple, évidemment, tout ça n'est pas simple, parce qu'il n'y a pas que les régimes arabes, il y a des opinions arabes. Et c'est très difficile pour un certain nombre de régimes, je pense en particulier au régime égyptien, c'est très difficile de s'engager de manière ouverte et d'afficher une alliance avec les Israéliens. Mais en général, dans le monde arabe, c'est très difficile. En fait, ça se fait, comment je dirais, sous le couvert du chaos général du Moyen-Orient, Syrie, Irak, Yémen, Libye, tout ça, évidemment, marginalise relativement, de fait, la question palestinienne et permet aux Israéliens de développer des stratégies qui sont des stratégies qui ignorent la question palestinienne, la présentent comme une question secondaire qui sera réglée plus tard. L'autre remarque que je voulais faire à propos de votre question, mais aussi par rapport à ce qu'a dit Johan, j'aimerais bien avoir son avis. Il y a quand même aussi des facteurs de politique, strictement politique et pas diplomatique. C'est-à-dire, c'est pas par hasard que Netanyahou et Modi s'entendent bien. C'est que politiquement, ils sont très proches. Oui, tout à fait. C'est pas par hasard que Netanyahou et Temer font affaire, alors que Netanyahou ne faisait pas affaire avec Lula. Parce qu'idéologiquement et politiquement, tout à fait. Bon, voilà, il y a des affinités, et je crois qu'il faut bien comprendre, parce que tout le monde présente Netanyahou comme un pragmatique, c'est absolument faux. Netanyahou, c'est un idéologue, fils d'un idéologue. Je peux vous en parler longuement si vous voulez. Un jour, on fera un truc d'histoire de généalogie de la pensée de Netanyahou. On est dans l'idéologie. On est dans une espèce de conviction extrêmement forte, et on cherche des alliés qui ont les mêmes convictions. Quand on voit Netanyahou, excusez-moi l'expression, se prostituer avec Viktor Orban, ou avec Kaczynski, ou avec des gens qui sont des antisémites, qui l'affichent plus ou moins, mais avec Orban, c'est difficile de ne pas dire qu'il l'affiche. Il fait l'apologie du régent Horthy, qui a quand même été celui qui a laissé faire le génocide de 600 000 juifs hongrois. Une victime du génocide juif sur 10 venait de Hongrie. Et il va se pavaner, Netanyahou, devant Orban. Donc l'idéologie prime même quand il s'agit d'une horreur pareille, quoi. Et sur la Pologne, il faut savoir combien les Israéliens incitent les dirigeants polonais à ne pas se gêner sur les questions liées à la Seconde Guerre mondiale. De manière contre nature, quoi, si on peut dire. Donc je crois que l'aspect politique et idéologique est un aspect qui joue, c'est pas seulement la Chine ou l'Inde ou le Brésil ou Israël, c'est des forces politiques qui ont en commun un certain nombre de valeurs ou de contre-valeurs très fortes. D'autres, tu veux dire? Du coup, je voulais rebondir. Vas-y. Je rebondis. Non, effectivement, c'est très juste ce que tu dis, Dominique, parce que justement, j'ai l'impression que là, on rentre dans une 4e phase. À savoir que là, les BRICS, c'est déjà quelque chose de complètement différent de ce que c'était en 2001. Il y en a qui ont déjà émergé, et il y en a qui ont désémergé. Et il y a effectivement un concours de circonstances politiques très intéressant qui se passe à l'échelle globale, à savoir qu'on a un repli identitaire et conservateur, et une vague vraiment de politique conservatrice à l'échelle globale qui est extrêmement propice à Israël. Vous avez un tournant conservateur droitiste, une vague conservatrice qui traverse l'Amérique latine, pas seulement le Brésil, mais d'autres pays. Vous avez effectivement le gouvernement de Michel Temer qui est soutenu par les évangéliques et qui est donc extrêmement propice à Israël et à la diplomatie économique israélienne, donc on fait affaire, etc. etc. Et vous avez effectivement, quand vous voyez l'Inde, qui est quand même le leader emblématique du mouvement des non-alignés, faire affaire avec Israël et abandonner sa rhétorique anti-impérialiste, mais d'un point de vue symbolique, pour les États africains, c'est des tabous qui tombent énormes. À savoir que si l'Inde le fait, mais alors nous, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'il y a une libéralisation de la parole et finalement de les tabous qui tombent et on a le droit de faire des affaires avec Israël et là on normalise complètement les relations avec Israël. Et ça, c'est un vrai problème en fait.
Mais c'est un problème qui couvre depuis un moment. Ouais. Oui, et puis ensuite, Ala Abou Assira, on te présente. Voilà. Merci. Je suis l'ambassade de Palestine ici à Paris. Je réagis tout de suite en fait sur le point que tu viens évoquer, Joanne. Non, les Africains ne changent pas de politique aujourd'hui envers la cause palestinienne et la solidarité avec les Palestiniens parce qu'ils voient que l'Inde change sa politique. Il y a des raisons complètement différentes. L'Inde, aujourd'hui, on a un Premier ministre ultranationaliste, oui, tout à fait. Même pas nationaliste, et qui se voit, et qui voit les Indos avoir la suprématie totale en Inde, en Israël. Netanyahu partage la même vision par rapport à la suprématie des Juifs. En Afrique, il n'y a pas cette question de ultranationalisme, de suprématie d'une race ou d'une ethnie sur l'autre. En Afrique, où j'étais en poste pendant 7 ans, c'est vrai, on a un acquis historique, on a un gain historique qui était toujours un vrai acquis pour nous dans les pays de tiers-monde, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique. L'Afrique était pour nous toujours le quart des voix des Nations Unies acquis pour la cause palestinienne. Et c'est vrai qu'on a... à partir des années, je peux dire que 2000, on commençait à avoir un changement des votes des pays africains avec la Palestine. C'était rare à l'époque encore que les pays africains mettent leur veto, par exemple aux Nations Unies, contre une résolution palestinienne ou concernant la Palestine. Mais on commençait à avoir des abstentions. C'est ce qui était nouveau pour nous. Et c'est vrai que nous avons négligé le continent africain. Nous l'avons fait. Parce que, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, c'était un acquis pour nous. On comptait sur ce fonds de commerce très solide qu'on avait en Afrique dû à l'histoire et au partage de l'expérience, à l'appui et avoir... On se voyait toujours, nous les Africains, avoir la même cause. Vous êtes assis sur vos lauriers. Voilà. Anti-colonialiste. En Inde, il est important de souligner que, et c'est très paradoxal de la part de l'Inde, tu l'as aussi souligné, les relations entre l'Inde et Israël ne sont pas récentes. Non, tout à fait. Des années 70. Tout à fait, oui. 1970. Tout à fait. Et c'est au même moment aussi, c'est dans les années 70 que la première représentation politique pour la Palestine, en connaissant l'OLP, c'est-à-dire une ambassade, était ouverte en Inde, au même moment. C'est l'Inde qui a reconnu l'identité nationale et politique palestinienne pour la première fois. 75, oui. Et du coup, aujourd'hui, oui, c'est le nationalisme, c'est le realpolitics, c'est les intérêts, c'est les contrats, c'est le high-tech, c'est l'armement. Mais il est aussi très important de se souvenir qu'une semaine avant la dernière visite du Premier ministre indien en Israël, le président Abbas était en Inde, une semaine avant juste. Avec le Brésil, c'est la même chose. Il y avait un engagement extrêmement fort de la part de Lula qui était un engagement très très personnel. Et le Brésil a nommé même un émissaire, un envoyé spécial pour le processus de paix. Comme l'Afrique du Sud, comme la Chine, comme l'Inde, je crois aussi. Si je ne me trompe pas. Pas sûr. Il y avait un engagement très très fort de la part du Brésil, personnel, de la part du président Lula. Israël a toujours refusé toute médiation étrangère, même le monopole américain était à beaucoup de reprises contesté, refusé par les Israéliens. Ils ne voulaient aucune pression, aucune intervention. Surtout pas de politisation de la question. Et la dernière initiative, et c'est important de le dire, c'est l'initiative française. Nous avons travaillé avec les Français, nous avons soutenu l'initiative française pour justement sauver la solution de 2 États, pour ramener Israël au consensus international sur cette solution, et ça
et sa vitalité, quoi. Il n'y a pas une autre solution que la solution des États, sinon on se retrouve dans un seul État d'apartheid avec deux systèmes pour deux peuples. Est-ce que, la question a été posée à Israël, est-ce que c'est la direction, est-ce que c'est la solution que vous voulez, ou on travaille vraiment dans un vrai processus de paix avec des références reconnues internationalement, la légitimité internationale, les résolutions des Nations Unies, et je termine par l'initiative de paix arabe. Et c'est ça qui cadre la relation entre Israël et les pays arabes. L'initiative de paix arabe est adoptée, c'est une initiative de paix adoptée non seulement par les pays arabes, mais par les pays musulmans. 56 pays ont adopté, à Téhéran même, en Iran, l'initiative de paix arabe qui garantit à Israël, après la conclusion d'un accord de paix final avec la Palestine, une normalisation des relations politiques, diplomatiques, commerciales, économiques, toutes sortes de relations normales avec l'État d'Israël. Israël était toujours dans le refus de cette initiative depuis son apparition jusqu'à aujourd'hui. Je vois très très difficilement un cadre de relations, même aujourd'hui, même avec les changements régionaux, même avec cette mobilisation ou cette front qui est formé aujourd'hui régionalement contre un pays ou un autre. Je ne vois pas un autre cadre pour la relation entre Israël et les pays arabes surtout, que le cadre de l'initiative arabe de paix qui met les termes de relations très très clairement. Les pays arabes, nous étions très clairs aussi avec les pays arabes. On a dit clairement aux pays arabes, ceux qui veulent une relation avec Israël, qu'ils la fassent bilatéralement, qu'ils l'assument publiquement devant son opinion publique et devant tout le monde. Ce qui se passe. Sinon, le cadre global sera une relation globale entre les pays musulmans et Israël dans le cadre de l'initiative arabe de paix. Et aucun pays n'ose pas avoir une relation bilatérale, claire, officielle. Ah oui, mais ça n'existe pas encore. C'est difficile de vendre une telle relation. C'est une question Là, je viens au capital des opinions publiques et de cette fonds de commerce important qu'on a. On le voit toujours dans les votes des Nations Unies. Le vote sur la reconnaissance de l'État de Palestine n'est pas négligeable. Nous avons, au moment crucial, le soutien à la Palestine et à la cause palestinienne. On le voit, on le constate aux Nations Unies. Voilà, merci. Merci. D'autres questions, d'autres opinions? Oui, ici et puis là-bas. Je ne sais pas si c'est tellement une question ou un commentaire, mais j'avais déjà envie de le faire et il y a une partie de ce que vous avez dit qui m'a fait penser à ça. Je me demandais si dans une certaine mesure, au-delà du fait que la diplomatie palestinienne est peut-être pas forcément vue ou pris la mesure de cette émergence des BRICS que tu nous as très bien exposé, je me demandais aussi, et c'est tout ce que tu nous as dit sur l'Inde qui m'a fait penser à ça, s'ils avaient aussi peut-être pas complètement perçu qu'il y avait aussi, je trouve, un recadrage en fait du conflit, notamment par rapport à une éthicisation aujourd'hui des conflits, et notamment Nouvelle Guerre, etc., enfin, au concept que tu connaissais. Et moi, je sais que de mes terrains, je travaille surtout sur les réfugiés soudanais, érythréens en Israël et en Égypte aussi, mais ce qui m'avait toujours frappé quand je discutais avec les Soudanais en Égypte, en Israël, c'est que je voyais bien qu'il y avait une incapacité totale à se mettre en fait dans une sorte de persécution commune, alors certes différenciée, parce qu'on connaît tous le mécanisme mis en place par Israël de fragmenter comme ça les groupes, mais quand je discutais avec eux de la question palestinienne, il y avait une vraie... il y avait une vraie fermeture, en fait, notamment parce qu'en fait, les Palestiniens étaient arabes et qu'en fait, eux étaient des gens qui avaient fui le Soudan, persécutés, en fait, par un régime arabe qu'eux-mêmes appellent colonisateurs, etc. Et donc, je m'interrogeais aussi sur... Alors, on parle de l'Afrique, moi, ça me gêne un tout petit peu, parce que l'Afrique, c'est très divers, mais du coup, dans ces pays africains-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi, de par quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué ici, mais... les grands mouvements transnationaux islamistes, etc. Qu'est-ce que ça peut en fait faire jouer aussi sur cette reconfiguration de tout ce que tu nous expliquais des années 50, anticolonialistes, etc. Et je trouve qu'on voit bien qu'il y a une difficulté aujourd'hui à présenter encore, en tout cas il y a une sorte d'essoufflement en fait à présenter le conflit comme ça, et qu'on est revenu sur
quelque chose de beaucoup plus ethnique. Et dans le cas de l'Inde, c'est complètement exemplaire ce que tu nous dis. C'est-à-dire que le champion de cette rhétorique-là qui finalement passe outre pour se mettre du côté d'Israël, persécuté par les populations arabes. Voilà. Je ne sais pas trop si c'est une question, un commentaire. C'est plus ça. Tu veux commenter comme le commentaire? Si c'est une question, le commentaire est très pertinent, effectivement, mais alors là, effectivement, on rentre dans un sujet que je ne connais beaucoup moins bien. Mais du coup, merci de ton commentaire. Je ne sais pas si je peux ajouter des choses, parce qu'effectivement, on la rentre sur un terrain où là, c'est pas mon domaine de spécialité, mais oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Bonjour, alors moi c'est pour la question revenir vers Alain, parce que je ne sais pas ce que c'est, et je suis arrivée en retard. Qu'est-ce que c'est que l'appel des Arabes l'initiative. Quelle est sa définition? Pourquoi Israël leur refuse? C'est une initiative, je réponds pour aller vite, qui a été adoptée en 2002. La veille du déclenchement de l'opération Rempart par Ariel Sharon, quand ils ont réoccupé la Cisjordanie et assiégé Arafat, la veille donc, il y avait eu un sommet arabe à Beyrouth qui, en gros, pour aller vite, proposait une normalisation totale des relations entre les pays arabes, enfin les pays de la Ligue arabe à l'époque, et ensuite ça s'est étendu aux pays musulmans, et Israël, à la condition qu'Israël se retire des territoires occupés. Et c'est évidemment, la réponse a été le lancement de l'opération Rempart, c'est-à-dire qu'au lieu de saisir la proposition tout à fait neuve à l'époque des pays arabes, on a remis le feu en Cisjordanie, et depuis, jamais aucun gouvernement israélien n'a accepté même de discuter de cette proposition de paix qui est devenue entre-temps, comme Alain Abou Assira le disait, une proposition du monde arabo-musulman, quoi, pour aller vite. Merci. Ici, il y avait... oui. Je voulais poser une question justement sur un des BRICS que vous n'avez pas étudié directement, qui est la Russie. Puisque après une vingtaine d'années de l'éclipse de la Russie de la géopolitique internationale, on voit quand même un retour en force, et c'est devenu, en tout cas au Moyen-Orient, un peu l'éléphant dans la pièce, et assez incontournable. Donc là, si on pouvait avoir un petit topo comme vous avez fait sur votre récit d'Afrique du Sud sur la Russie. Je laisse Dominique répondre, puisque je ne travaille pas sur la Russie. Pour moi, ce n'est pas un pays émergent. On a eu un grand débat là-dessus. Du coup, je laisse. C'est un pays qui se bat contre son déclin et pour sa réémergence. Voilà. Une première remarque. J'aime beaucoup ce que fait Johan, pour ça qu'on l'a invité aussi, mais notamment pour ce qui vient de se passer. C'est-à-dire, Johan, elle a un terrain et elle ne sort pas de ce terrain. Elle n'a pas la tendance que nous avons tous, plus ou moins, en tout cas dans ma génération, à partir d'un terrain et puis à extrapoler, et on finit dans le Pacifique et à Hawaï, quoi. Donc c'est très bien, je trouve, de faire des choses comme ça. Mais c'est pas vendeur, quoi. C'est pas vendeur, mais ça le sera, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que Johan a tort, à mon avis, oui, sur non, tout à fait. la Russie. La Russie dit qu'elle est émergente, est reconnue comme telle par les émergents, donc elle est émergente. On ne peut pas, nous, décider depuis Paris ou même depuis Grenoble, même si depuis Grenoble on a un peu plus de vision, mais oui, on est plus haut. Voilà, on ne peut pas décider qui est qui dans le monde. Et je crois que dans la politique extérieure de Poutine, la question des émergents n'est pas du tout une question secondaire. Ah non, tout à fait. Je pense qu'il y a plusieurs pôles de la politique extérieure de Poutine, notamment le pôle euro-asiatique, qui est devenu de plus en plus une tendance extrêmement structurante, c'est-à-dire le lien avec la Chine, le lien avec l'Inde, le lien avec l'Asie, quoi. Et après tout, c'est un vieux débat à Moscou et à Saint-Pétersbourg de savoir quid de la dimension européenne, ouest-européenne, disons, de la Russie, et quid de sa dimension asiatique. Donc ça, c'est un des pôles, et l'autre pôle, c'est les émergents. Parce que ça a redonné une identité, une présence que les soviétiques n'avaient pas vraiment. Il faut quand même rappeler que
l'une des pages finales de l'Union soviétique, ça a été l'invasion de l'Afghanistan. Et que ça a marqué très profondément l'image qui était celle de Moscou dans le sud. Donc, en étant émergent, on retrouve une autre image. Sur le rapport avec le conflit, moi personnellement, je trouve, d'une certaine manière, ça répond à ce qu'a dit Ala d'ailleurs, peut-être, je trouve l'attitude du régime russe typique de ce que nous disons. C'est-à-dire, d'un côté, on ne renonce pas au discours traditionnel issu de la guerre froide, de solidarité avec les Palestiniens. Vous ne prendrez jamais les Russes, et surtout pas Poutine, en défaut sur cette question. Et d'ailleurs, au niveau diplomatique, quand il faut lever la main, ou ne pas la lever, les Russes sont toujours là. Mais ils sont copains comme cochons avec Netanyahou. C'est-à-dire, il y a une relation même personnelle qui s'est développée entre Poutine et Netanyahou, qui est une relation extrêmement forte. Elle a pas mal d'ingrédients. Alors là aussi, il faut rentrer, on n'a pas le temps ici, mais il faut rentrer dans les détails, quoi. 5 visites en moins de 2 ans. Voilà. Mais le fait qu'il y ait 1 500 000 ex-citoyens soviétiques en Israël, c'est évidemment quelque chose qui ne peut pas être indifférent à un dirigeant russe. C'est un élément de pression, c'est une carte, et une carte importante. Et il se trouve que cette carte, elle est symbolisée par des gens qui sont des populistes, pour ne pas dire des gens d'extrême droite, comme Lieberman. Donc ça compte pour les Russes, qu'on le veuille ou non. Celui qui se trouve à la présidence de la Russie, de la Fédération de Russie aujourd'hui, il doit tenir compte de ça. Deuxièmement, il y a une islamophobie générale en Occident, alimentée par Netanyahou, mais à laquelle Poutine n'est pas étranger. Parce que Poutine, il est devenu Poutine grâce, entre guillemets, à la guerre de Tchétchénie sur les cadavres de centaines de milliers de Tchétchènes. Parce que c'est grâce à cette guerre, ces guerres plus exactement, qu'il est apparu comme le successeur naturel de Yeltsin. Donc voilà des éléments qui expliquent, je crois, le rapport très étroit qui existe avec Netanyahou. Plus un élément. Alors peut-être c'est la seule critique que j'aurais sur ce que tu nous as dit. Si tu pouvais développer un peu là-dessus, ça m'arrangerait. Oui. J'ai l'impression que, comme on est dans le monde du pragmatisme quand même aujourd'hui, et plus dans un monde à dimension majoritairement idéologique, j'ai l'impression que les rapports économiques sont des éléments majeurs des rapports entre les différents émergents mais tout à fait, oui. et Israël. Je veux dire, mais c'est d'ailleurs la seule chose qui les tient. Voilà, parce que quand même, quand Israël se présente aujourd'hui au monde, autrefois c'était le pays poussiéreux mais gentillet des kibbutz, etc., de l'égalité, bon. Aujourd'hui c'est le pays du high-tech, et c'est vrai que sur un certain nombre de domaines du high-tech, ils sont au tout premier niveau, notamment le high-tech sécuritaire. Bon, ça, tout le monde, du côté émergent, y est sensible, parce que tout le monde sait combien le high-tech, ça compte dans le développement. Tout à fait. Et puis, il y a, on avait reçu Jean Stern ici, à l'IREMO, pour l'opinion occidentale, alors là, on n'est pas dans les émergents, il y a le pinkwashing, qui est devenu un élément majeur de la propagande israélienne. Israël, c'est le pays des homos tranquilles, auxquels personne... C'est ce qu'on dit. La réalité est infiniment plus complexe, et pour cause, vu le poids de la religion et ce que la religion pense des mœurs. On a des morts voilà, un élément qui est devenu un élément central, c'est incroyable, dans la propagande qui est celle d'Israël. Donc il faut bien avoir en tête, je crois, que il y a plein d'éléments qui jouent, et alors certainement les éléments économiques et high-tech. Non, mais complètement. Peut-être un tout petit mot de plus qui est important par rapport à ta question. Yeltsin est très sensible. Poutine, pardon. Yeltsin est plus sensible. Je ne sais pas s'il a jamais été sensible à quelque chose, d'ailleurs, parce qu'il était hors d'état en général.
d'être sensible. Mais Poutine est très sensible à l'utilité qu'il y a de bien s'entendre avec ce que, en Russie, on appelle le lobby. C'est une préoccupation. Ce n'est pas une préoccupation par rapport au lobby en Russie. C'est une préoccupation par rapport aux liens que la Russie, compte tenu de son passé, de sa réputation, etc., peut avoir avec les communautés juives, avec les dirigeants des communautés juives. C'est très... On sent chez Poutine une volonté de se faire bien voir, quoi, pour dire les choses. Bah, du coup, on est d'accord, en fait. Hein. Alors, moi, je le dis toujours, les BRICS, ça a commencé avec l'économie. Voilà. Les BRICS, c'était des marchés émergents. Oui. C'est ça, c'est les BRICS, c'est Goldman Sachs. Enfin, on n'est pas en train de... C'est pas un concept, c'est un concept qui s'est fait réapproprier ensuite par les BRICS. C'est un label occidental qui a été donné et qui s'est fait réapproprier pour en faire une institution, effectivement. Donc, c'est l'un des seuls, d'ailleurs, labels qui s'est institutionnalisé, structuré, en tout cas, autour de quelque chose qui ressemble à une espèce de groupe protéiforme dont, effectivement, le seul point commun, au-delà de la stratégie de se transformer en puissance globale, c'est le point commun qu'ils ont tous, c'est les liens économiques. Donc l'économie, c'est la base de l'émergence, c'est la base de ce concept, etc. Là où on commence à perdre cette homogénéité, c'est quand on transmet ça et qu'on transvase ça sur la scène politique, où là, effectivement, les stratégies mises en place pour transformer en poids politique ce poids économique nouvellement acquis, elles sont complètement différentes, comme on vient de le voir. Donc effectivement, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est l'économique et c'est la base de l'émergence, c'est la base des BRICS, c'est la base des rapports que les BRICS entretiennent avec les autres pays du monde. Et l'idéologie a compensé justement. En fait, on avait une espèce d'espoir. C'est-à-dire que quand les BRICS ont émergé, on s'est dit attends, génial. C'est pas des pays du Nord. Ils ont des valeurs qu'on présuppose différentes de celles du Nord. Donc, ils vont apporter quelque chose d'incroyable sur la scène internationale. Et en fait, pas du tout. On se rend compte que, et c'est en fait ce qu'on appelle l'hypothèse assimilationniste, que plus ces puissances gagnent du terrain, plus elles acceptent et assimilent l'ordre libéral et s'impliquent dans l'ordre libéral et n'en contestent plus les normes. En fait, ce qui se passe, c'est que ces puissances-là vont s'intégrer, en fait, c'est la théorie libérale classique en relations internationales, qui considère que l'ordre libéral est facile à joindre et difficile à retourner, difficile à détruire. Donc pour eux, dans un calcul de choix rationnel classique, c'est beaucoup plus simple pour eux de s'intégrer dans cet ordre-là, d'en comprendre toutes les normes et les règles, pour ensuite les modifier de l'intérieur, pour satisfaire leurs intérêts nationaux sur des thématiques qui sont très précises. Voilà. Donc ça a commencé avec le FMI, l'Organisation mondiale du travail, etc., où on a eu une espèce d'offensive des BRICS pour plus de représentativité au niveau des quotas, etc. Avec succès, hein. Mais avec succès, mais bien sûr, mais ils sont très très bons en fait. C'est-à-dire que quand ils mettent en place une initiative pour plus de représentativité, généralement ça marche. Ça se poursuit avec le Conseil de sécurité de l'ONU, où là, ça va finir par aboutir. Il va y avoir une réforme. La raison pour laquelle cette réforme elle va un petit peu moins vite, c'est parce que 2 de ces BRICS sont déjà P5. Donc, ils n'ont pas besoin du tout de mettre en place une stratégie de lobbying pour gagner un siège permanent, ils sont déjà là. Donc, c'est pour ça que ça prend plus de temps. Mais globalement, il va y avoir une réforme du Conseil de sécurité. C'est en bonne phase, ça va arriver dans pas longtemps. Mais donc voilà, en fait, on a la vérification de l'hypothèse assimilationniste libérale qui dit que voilà, on a ce qu'on appelle de l'insider activism, en théorie d'organisation internationale, qui est on intègre l'ordre et on va le réformer de l'intérieur. Voilà. Et on va le réformer pour notre propre intérêt. Et on n'a pas du tout intérêt à faire la révolution, en fait. On n'a pas du tout intérêt à tout casser, quoi. Donc ça veut dire que quelque part dans ta thèse, tu vas mettre un nota bene pour les marxistes traditionnels, pour leur dire, attention, malgré les ressemblances, les émergences, ça n'est pas la suite des non-alignés. Tout à fait. Et encore moins la suite du tiers-monde de Bandung. C'est une alliance, certes dirigée vers une puissance rivale de la puissance occidentale, américaine en particulier, mais où chacun se bat pour ses propres intérêts sans idéologie commune au-delà de cette défense. C'est nous qui leur avons prêté des idéologies communes. C'est nous qui leur avons prêté des intérêts idéologiques. C'est nous, encore une fois, qui avons anticipé avec un espèce de mélange de peur et de fascination cette émergence. Mais en fait, quand on se rend compte, et en fait, ça ne passe pas le cap de l'analyse vraiment à la loupe. Quand vous regardez les stratégies de ces puissances qui ont été mises en place, c'est des stratégies qui sont purement utilitaristes, qui sont purement fondées sur une diplomatie économique, qui n'ont surtout pas envie de faire l'erreur
américaine d'idéologiser, avec de mettre en fait en place un ordre post-libéral en mettant en place des valeurs il y a très peu de valeurs communes en fait entre la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Donc pourquoi s'embêter à mettre en place une stratégie de valeurs, etc., qui n'a pas du tout fonctionné pour les États-Unis. Donc ça veut dire que ces puissances confrontées au conflit israélo-palestinien, elles gardent pour celles qui l'avaient un discours de solidarité avec les Palestiniens qui reste là présent, mais au-delà, elles prennent ce que Israël leur propose quand Israël leur propose intelligemment. Alors, pour être quand même plus précis, il y a eu de l'idéologie au Brésil et en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a une vraie idéologie parce que leur histoire, parce qu'il y a une particularité historique, il y a un poids moral, il y a une réputation, il y a une espèce d'aura un peu historique qui fait que l'Afrique du Sud, c'est un cas particulier où l'idéologie, elle est très très présente. Et encore, malgré ça, ces dernières années, on a une érosion aussi de cette idéologie anticoloniale et anti-impérialiste, avec des cas de corruption extrêmement importants à l'ANC, etc. Et on est en train de se rendre compte que même en Afrique du Sud, c'est en train de s'éroder. Le Brésil, on a eu cette période, Lula, vraiment où il y a eu cette idéologie de on veut devenir une grande puissance, on croit à la paix, on croit au dialogue, et ils y croyaient profondément et très très sincèrement. Ça n'a pas marché, il y a eu une désillusion, il y a eu des problèmes économiques internes qui ont concordé en même temps avec cette désillusion, qui ont fait que voilà, les ambitions brésiliennes se sont effondrées. Et donc voilà, bon, le Brésil c'est ma grande déception. D'autres questions ou d'autres commentaires? Non? Je vous en prie. Ici, après, donc Anaïs, et ensuite monsieur. Anaïs. Merci beaucoup, Joanne, pour cet échange. J'avais juste une petite précision quand tu as démarré au début en disant que, de manière générale, au début du conflit israélo-palestinien, il y avait une certaine solidarité assez immédiate pour les Palestiniens. Il me semble, si je ne me trompe pas, que ce n'était pas tout à fait le cas, au contraire, c'est-à-dire qu'en France, on avait plutôt une sympathie pour Israël, qu'on voyait un peu David versus Goliath, à savoir que les Israéliens étaient David, le peuple sans père, Je te parlais du tiers-monde surtout, hein, pas des deux autres blocs. D'accord. En termes de solidarité. J'avais juste une petite question, mais vous aviez pas mal répondu. C'était peut-être que moi j'ai des œillères un peu palestiniennes où je vois effectivement que. Mais non, Anaïs. Comme seul levier en fait et comme seule solution. Mais c'est vrai que je vois pas l'intérêt en fait d'Israël d'accepter un accord ou d'écouter en tout cas n'importe lequel de ces BRICS. Donc je comprends bien l'intérêt pour les BRICS de vouloir se monter sur la scène internationale et de vouloir attirer un peu l'attention sur eux en disant je vais intervenir dans le conflit israélo-palestinien, mais j'ai du mal à voir en quoi est-ce que ça peut être porteur en tout cas dans une solution, étant donné, comme vous l'avez justement dit, que aujourd'hui, c'est vrai que le marché et les économies de marché, en tout cas, sont prédominantes et que les seules personnes qui font levier ou qui peuvent faire un pouvoir sur Israël, c'est l'Occident et particulièrement les États-Unis. Ah, mais Israël, dans l'état actuel des choses, n'a aucun intérêt à changer le statu quo. Il est gagnant. L'économie de l'occupation lui rapporte de l'argent, tout va bien, la colonisation se poursuit, les terres palestiniennes se vident tranquillement, il n'y a plus aucune pression internationale, ou en tout cas la pression internationale ne leur fait pas vraiment changer. Enfin, bon, il y a le BDS effectivement qui commence à être une stratégie très intéressante, mais globalement, on a un statu quo qui est très favorable à Israël. Israël n'a absolument aucun intérêt à accueillir un nouvel acteur dans ce conflit. Donc la seule solution pour ces acteurs qui, s'ils veulent vraiment en fait résoudre et qu'il y a une vraie volonté de résoudre le conflit israélo-palestinien, c'est de mettre la pression. Les seules fois où Israël a cédé du terrain, c'était quand on lui a mis une pression d'enfer, à savoir, c'était Camp David, c'était Bush-Père qui avait menacé de couper... Madrid, oui, pardon. Bush-Père qui avait menacé de couper aux Israéliens les fonds si jamais ils n'acceptaient pas de faire des concessions, etc. Donc, c'était plutôt Baker. Oui, Baker. Ouais. Baker, pardon, oui. Bon, alors là, je ne suis pas historienne, donc effectivement, je vous corrige. Mais donc, globalement, effectivement, la seule solution pour que Israël vraiment revoie son calcul de coût-bénéfice, c'est soit de rendre l'occupation coûteuse, ce que le BDS essaie de faire, soit de rendre une solution négociée plus avantageuse que l'occupation. Ce qu'on essaie finalement, il y a une espèce de... Voilà, on essaie de leur montrer qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied en fait avec ce qu'ils font. Ça marche pas très très bien, mais bon. Et soit d'imposer en fait de l'extérieur une solution en leur disant, écoutez, là la Chine est tout à fait en position par exemple de dire, voilà...
si vous ne faites pas ça, on vous boycotte complètement, etc. Mais ils n'ont aucun intérêt économique à faire ça pour l'instant. Donc il faudrait une idéologie, il faudrait vraiment une volonté idéologique de dire, qui était là au Brésil à l'époque, qui était de dire on veut la paix parce que pour la stabilité globale et pour le terrorisme international, il nous faut une paix au Proche-Orient. Mais il ne faut pas cacher, parce que sinon c'est la méthode Coué, hein, on ne doit pas cacher que les ouvertures faites par un certain nombre de pays émergents à Israël sont contradictoires avec la nécessité d'une pression accrue. C'est clair que là, on a des intérêts qui sont des intérêts divergents. C'est pas l'intérêt de la paix israélo-palestinienne que d'avoir une espèce de duo Netanyahou maudit ou de duo Netanyahou-Poutine. On a là, on a vraiment un problème compliqué. Hein. Oui. Je vous en prie. Oui, pour terminer un peu le tour d'horizon, je souhaiterais qu'on dise quand même quelques mots sur la Chine. Parce que sur le plan des attributs objectifs, c'est vraiment celui des BRICS qui est le plus puissant. Bon, indépendamment de sa rivalité frontale à Nazi directe, mais pour le reste du monde, elle a besoin de ressources, elle a besoin de terres, donc elle s'intègre un peu partout. Il me semblait que, malgré sa prudence diplomatique qui est traditionnelle, eh bien, elle aurait des avantages de chercher, comme vous le rappeliez au début, disons, de montrer qu'elle peut agir, disons, pour unir dans des conflits qui durent, pour améliorer son image et donc favoriser ses intérêts, notamment en Afrique et ailleurs. Or, d'après ce qui a été dit un petit peu là, pour l'instant, ils ne sont pas au niveau. C'est-à-dire, s'ils reviennent avec un projet style Oslo, bon, je pense qu'ils ont quand même du personnel qualifié qui est capable d'analyser les choses. Bon, il y a un petit problème là, semble-t-il. Est-ce que c'est réellement quelque chose de sérieux ou uniquement bon, du lip service, comme on dit, et puis ils attendent, autrement dit, ils continuent encore sur la stratégie attentiste, alors que disons aujourd'hui, justement, on a l'impression qu'il faut agir, quoi. Joanne, sur la Chine ? Alors, la Chine est complètement au niveau. Si demain la Chine décide d'agir dans le conflit israélo-palestinien, ils ont les leviers de pression nécessaires. La Chine n'est pas en termes militaires, mais en termes économiques au niveau des États-Unis à l'heure actuelle. Si la Chine décide demain de mettre en place une stratégie globale pour avoir une influence sur le conflit, je pense que c'est faisable. Le problème, c'est que la Chine, elle, voit la diplomatie à travers surtout la lunette économique. À savoir que là, depuis... alors, je ne sais pas comment prononcer, je ne parle pas le chinois. Xi Jinping, Xi Jinping. Depuis l'accession au pouvoir par Xi Jinping en 2013, on a un développement très très fort d'une stratégie globale de puissance et de déploiement diplomatique qui passe surtout par l'économie, la relation bilatérale avec la Chine est extrêmement présente en Afrique, par exemple, et aussi la stratégie qui a été développée assez récemment, qui s'appelle le One Belt, One Road, qui est la nouvelle route de la soie, qui est une stratégie qui consiste à lier de manière commerciale l'Europe à la Chine, en passant par 68 pays que la Chine veut intégrer à sa nouvelle zone d'influence régionale étendue, on va dire. Bon, c'est quand même la moitié du monde. Donc c'est ça, nous voilà. On est en train d'avoir une nouvelle stratégie chinoise extrêmement ambitieuse, mais qui est donc une stratégie qui passe effectivement par un positionnement sur le conflit israélo-palestinien avec la proposition d'un plan en 4 points il y a 1 ou 2 ans, qui reprend exactement les paramètres d'Oslo, à savoir qu'on n'a vraiment pas de changement, on a juste un changement un peu de cosmétique, mais c'est exactement la même chose, qui s'appelle Peace Through Economic Development. Donc en gros, c'est le ton est donné, quoi. C'est qu'en gros, on met le développement économique comme prémisse à la paix, ce qui est exactement le modèle d'Oslo, et alors que ça devrait être l'inverse, à savoir qu'il faudrait plutôt mettre la paix politique comme prémisse au développement économique. Et donc on est dans cette erreur depuis 25 ans avec Oslo, et les Chinois, en fait, font exactement la même chose, et donc c'est pas très encourageant. Voilà, merci beaucoup, on est là, c'est l'heure. Merci beaucoup à Joanne.